Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose l'analyse quantitative de Lotus Bakeries, le célèbre producteur de spéculoos, boîte belge. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec le cours de l'action. Bon, fait intriguant, l'action elle cote 8330 €, donc ça c'est pour faire le côté un peu rareté, un peu comme Hermès par exemple. On a une quasi ligne droite depuis 2015, mais ça a quand même bien décroché depuis 2024. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une opportunité pour rentrer sur Lotus Bakeries? On va regarder ça. Donc on rappelle, le business c'est produire des biscuits. Voilà, c'est pas non plus flambant, mais en fait la croissance est très forte. On est à 14,5 en croissance du chiffre d'affaires en médiane sur 10 ans. On est quasiment à 16% en 2024, donc excellent, très bonne croissance. Il y a un peu d'acquisition, on a eu 188 millions d'acquisitions, je sais pas si la donnée est complète ici, mais en fait ça représente quasiment rien si on regarde par rapport à la market cap, donc c'est de la croissance organique. Donc impressionnant quand même pour ce business là d'avoir une croissance aussi forte. On va regarder les taux de marge. On est sur un taux de marge brute qui commence à baisser un petit peu, on est sur 39%, donc on n'est pas sur une entreprise qui a un avantage concurrentiel significatif, mais on est sur un taux de marge brute qui est honnête, et le taux de marge d'EBITDA est quand même pas mal. On est proche de la médiane, on décroche un petit peu depuis 2021, mais on reste à 19%, ce qui est tout à fait bon, et un taux de marge net qui est à 12,4%, c'est quand même très bon. Donc là on est sur un business, un bon petit business qualitatif, bien géré. On n'a pas trop d'impact sur les prix, on n'a pas trop de maîtrise des prix. Par contre l'efficience opérationnelle ils savent faire, et l'efficience financière et fiscale aussi ils savent faire. Donc franchement, Lotus Bakery, c'est pas mal. En tout cas, sur les marges. Maintenant, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, hop. Alors là, par contre, c'est beaucoup moins bien. Alors, on n'a pas le tableau de flux de trésorerie suite à la dernière publication. Donc, eux, ils publient le tableau de flux de trésorerie tous les trimestres, peut-être, mais on n'a pas ceux des deux derniers trimestres, pardon. Bon, alors, si on compare, en juin 2024, on avait 3 milliards de bénéfices nets, et seulement 1,870 milliard de free cash flow. Donc, d'où vient la différence? Est-ce qu'on a un BFR qui évolue défavorablement? Oui, mais pas trop. Moins de 200 millions, donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Ensuite, est-ce qu'on a des fortes dépenses en capital? Ah ouais, on a quand même des énormes dépenses en capital, 1 milliard de plus. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on investit dans l'appareil productif pour la croissance future, pour la conquête de parts de marché, pour être leader, donc excellent. Pour l'instant, si on regarde la croissance, ça marche, leurs dépenses en capital, elles se justifient pour faire de la croissance encore assez forte, donc rien à dire là-dessus. Mais bien sûr, ça impacte les free cash flow, ça il faut l'avoir en tête. Est-ce qu'on a du other non-cash item? On en a pour 240 millions, bon, ce qui est pas énorme non plus, donc il faudrait voir ce qui se cache là-dedans. Donc là, ça nous dit que pour être prudent sur Lotus Bakeries, il vaut mieux valoriser avec le price to free cash flow, puisque c'est pas équivalent au bénéfice net. Et pour l'instant, l'actionnaire, lui, je pense que s'il veut être plus prudent, il vaut mieux qu'il se base sur les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. S'il n'y a pas de dette, évidemment, quand il y a de la dette, on préfère utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA, puisque la valeur d'entreprise inclut la dette. Sinon, on peut faire une valorisation en price to free cash flow en excluant la dette, mais moi j'aime pas trop faire ça, je préfère valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, on continue avec la rentabilité opérationnelle, un rendement des capitaux investis médian à 3,9%, c'est très bon. Sur les deux dernières publications, on a fait quasiment 15%. Bon, c'est fort, c'est fort comme rentabilité quand même. C'est vraiment pas mal. Donc cette entreprise a une bonne génération de cash flow opérationnel. Maintenant, ces cash flow opérationnels, ils passent dans les dépenses en capital, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de free cash flow. Mais c'est justifié à mon avis pour conquérir des parts de marché. Ensuite, on va regarder l'endettement de l'entreprise. Alors, il y a quasiment pas de dette, on a moins d'une fois les l'EBITDA en dette, aucun problème là-dessus, c'est 2 fois le free cash flow. Bon, voilà, on a quasiment pas de dette, l'entreprise c'est pas trop d'acquisition, donc je pense qu'avec le niveau de rendement des capitaux investis qu'ils ont, ils peuvent largement s'autofinancer, ils peuvent s'autofinancer en tout cas. Ils ont une croissance de combien? On a vu en médiane c'est 14,5, et ils ont un rendement des capitaux investis qui est à 14, donc ils arrivent à s'autofinancer sans trop de problèmes. Voilà. Donc ça c'est plutôt bon. Maintenant, ce qui va souffrir vu qu'il n'y a pas de free cash flow, ça va être la rémunération de l'actionnaire. Ça on s'y attend. On a quand même un dividende qui est en croissance constante, ça c'est bien. On va regarder. Donc on est sur un payout ratio qui est un peu au-dessus de 50%. Donc bon, c'est pas beaucoup plus que 50%.
On est sur du coup un dividende qui me paraît quand même sécurisé, mais en fait il est assez faible. Alors, ce dividende à moins d'1%, même pas. Hein. On est à 0,5, 0,6% de rendement du dividende, ce qui est pas exceptionnel. Et il y a de la dilution assez constante. Elle a un peu ralenti depuis les dernières périodes. On est sur sur un peu de dilution. Donc ça, il faut voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est de la rémunération en action? Bon voilà, le rendement de l'actionnaire est quand même pas fantastique, il y a un peu de dilution. Sur le long terme, ça peut être pénalisant. On continue ensuite avec la valorisation. Il y a un tout petit peu de dette, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, c'est là qu'on voit que le marché va peut-être un peu trop loin. On s'est payé jusqu'à 45 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA sur Lotus Bakery, c'est quand même très cher. La médiane sur 10 ans, elle est à 21. Si on zoome un petit peu, on est sur la médiane 5 ans, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une bulle sur cette période-là, hein? Moi, je pense que pour être plus prudent, on fait des biscuits quand même, donc ça peut passer de mode, hein, les biscuits. Donc, il faut pas que ça. Il faut aussi du commerce. Ils distribuent aussi également, hein, donc ils sont intégrés verticalement. Mais bon, là c'était même cher au début de la période, et maintenant c'est hyper cher. Donc attendons à mon avis, il vaut mieux attendre que le multiple se dégonfle un petit peu. Conclusion du dossier Lotus Bakeries. Ouais, je pense qu'il y a quand même eu un effet de hype sur la période là. Et puis c'est artificiellement ce prix de l'action rend un peu l'action luxe, hein, comme du Hermès par exemple. Et donc l'idée, c'est qu'il y a quand même eu un côté spéculatif. Je pense qu'il faut attendre maintenant que la bulle se dégonfle un petit peu pour revenir sur des prix plus intéressants. C'est tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.